Donc, une petite vidéo un peu bonus. On va, suite au dernier cours, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui soit partent dans une direction qui va pas forcément aboutir à quelque chose de très concret. Autant le dire de suite, hein, si vous partez sur un mode brouillon, vous aurez un brouillon amélioré. Donc partir de zéro ou reprendre un morceau de votre code et l'inclure après, ça ne me choque pas. Par contre, partir sur de mauvaises bases, ça va pas le faire du tout. Je préviens tout de suite, ça va pas le faire. Donc, je vous ai fait un document, support numéro 3, qui s'appelait d'ailleurs partir de zéro. C'était pas pour rien, c'est pour que l'environnement de départ soit propre. Sinon, vous ne pourrez pas travailler proprement. Si vous travaillez avec le playground de Babylon.js, c'est cool, mais passer du playground à un déploiement de jeu avec des sources disponibles sur GitHub et qu'on puisse essayer le jeu, c'est vraiment un univers. Donc j'ai vu quelques personnes qui ont mis un serveur avec Node, etc. Express, c'est bien, parce que c'est bien d'avoir essayé, mais c'est trop compliqué, on va faire plus simple. Ceci dit, suivre à partir de zéro, on va le faire maintenant. Donc ça c'est une jolie image d'introduction, générée par l'IA, on va la télécharger, voilà. Ça servira de support pour quelque chose. Donc c'est parti. Donc le support de cours numéro 3, donc voilà, création de jeu Babylon.js. Il date un peu, mais c'est pas grave, hein, il y a une semaine peut-être. Donc introduction, on va zapper tout ça. Donc on va mettre en place tout le système de développement. Alors je ne vais pas réaliser les installations de Visual Studio Code, etc. C'est déjà le cas sur ma machine, mais c'est indiqué. Hein. Ici, code studio, visualstudiocode.com/download. Donc, on va quand même, ici, voilà, Visual Studio Code. On va dans les extensions, ici. Et donc, je vous dis d'installer Live Server et ESLint. Live Server. Voilà, ici. Live Server, vous faites install. Et ESLint, qui est installé déjà chez moi aussi. Cliquez et installez. Ça c'est le minimum de base. Après vous pouvez en avoir d'autres si vous voulez. Ensuite je vous dis d'installer node.js.org / quelque chose, autorisé. Voilà, vous allez sur ça, vous récupérez la version LTS, largement suffisant. Pourquoi pas, hein, d'ailleurs. Voilà, on clique. Donc je vous mets OK, donc là il me dit qu'il ne veut pas l'installer parce que j'ai une version plus récente. Donc voilà, on va cliquer là. J'ai dû installer la version 21 moi je pense. Ça c'est fait. Ensuite, Blender. Blender c'est le logiciel 3D, c'est relativement indispensable quand on fait un jeu en 3D. Donc voilà, Blender, il est installé. Même si vous récupérez plein de fichiers 3D sur Sketchfab ou autre TurboSquid, vous aurez besoin soit de les convertir, soit de les modifier un petit peu. Donc Blender est obligatoire. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous le récupérer. Celui d'entre vous qui va être en charge des objets 3D peut le récupérer seul. Mais franchement, je vous conseille de le récupérer tous. C'est pratique d'avoir la possibilité d'échanger des fichiers en 3D entre vous. GIMP, ça c'est différent. Vous pouvez choisir d'autres manières de faire des images. Canva par exemple en ligne, mais peu importe. Ou, si vous avez Photoshop, tant mieux pour vous. Mise en place de l'environnement à partir de zéro. Donc là, GitHub. Donc là, on va créer un compte GitHub. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais faites-le. Donc, on peut partir de zéro. Donc il y a marqué remplir les informations de base en créant le dépôt. Et bien c'est parti. Donc on va se mettre ici, voilà. New. Repository name. Par exemple. From scratch. From scratch. C'est bon. Description. Babylon JS game from scratch. Décidément. En public, oui, je clique un readme, j'en veux bien un. Hein, pas de Gitignore, je le gérerai moi, pas de licence, je m'en moque complètement. Voilà, on est pas mal. Ajouter un readme, c'est fait, ne pas choisir. Éditer votre readme, oui.
copier la ligne de clonage, éditer votre RMI, donc accompagne la vidéo du, et on est le 03 02 2024. Commit. Voilà. Copier la ligne de clonage depuis le dépôt. C'était indiqué ici. Bouton code, texte contenant l'URL de dépôt, par exemple. Du coup, c'est pas ça, non. On va ici. On clique sur le bouton code et on copie cette ligne-là. Donc, on clique dessus. Copie. Il y a plein de manières de le faire. C'est la méthode la plus simple que je vous montre. La méthode de loin la plus simple. Ensuite, ouvrir dans un terminal dans le répertoire de vos sources et lancer le clonage du dépôt. Rentrer dans le répertoire et ouvrir Visual Studio Code. Donc, ouvrir un terminal dans le répertoire de vos sources. C'est pas très compliqué. Hein. Donc là, ici j'ai lancé exécuter sous Windows, hein, mais sinon un terminal, nouveau terminal sur Mac, peu importe. CMD, OK. Voilà, j'y suis. F2 points. Projet. Babylon.js. Là, je fais un git. Clone. Bouton droit. Coller. Voilà. Donc je récupère https://github.com/pygmin/fromscratch.git. Enter. Il a cloné, c'est assez rapide. CD from scratch, je rentre dans mon projet, code, point. Ça me relance Visual Studio Code, c'est pas grave si j'en ai deux, de toute façon, celui-là, c'était pour l'exemple. Ici, je suis dans le répertoire. Alors on va se mettre en agrandi, dans le coin, et on choisit le PDF à côté. Voilà. Donc je suis arrivé jusque-là. Enregistrez votre workspace. File, Save Workspace As. Je suis en anglais, mais peu importe. Et là, from scratch.code workspace, save. C'est très bien. Je suis déjà à l'étape 2. Configuration du projet pour NPM, ES6 et Webpack. Donc, petit détail. NPM, ça va nous permettre de facilement gérer les packages et les dépendances de notre projet. Je vous conseille vivement de faire ça et de ne pas faire des HTTPS dans votre code en HTML pour récupérer des CDN de Babylone, etc. C'est pas moderne. Voilà. C'est pas pratique, c'est pas souple. Ensuite, ES6, oui, c'est le strict minimum. On code un jeu, utilise des classes, c'est quasiment indispensable. Donc, ES6 pour du JavaScript moderne. Webpack, c'est pour le déploiement. Si vous voulez utiliser autre chose que Webpack, vous pouvez. Moi, j'utilise ici Webpack, qui est clairement plus facile à utiliser. Il y a Vite, ça s'appelle pas Vite.js, ça s'appelle Vite, mais Vite, j'ai eu des petits soucis avec, donc je préfère garder les trucs plus stables. Donc, depuis Visual Studio Code, ouvrir un terminal, ok. Nouveau terminal, on est ici, voilà. On va fermer le welcome, s'en fout. Lancer la commande npm init. Alors, npm init, ça permet de dire à Node Package Manager que mon répertoire va être un répertoire de package. Et il va me poser quelques questions. Donc déjà, package name, from scratch, oui ça me va très bien, je le garde. Version 1.00, pourquoi pas. Description, Babylon JS game. Entry point, index.js. A priori, pourquoi pas. Test commande, j'en ai pas. Le repository, il l'a trouvé. Il a vu ça dans le répertoire tout seul. Keywords, n'en mets pas. Author, je mets mon trigramme. Licence, il n'y en a pas. Est-ce que c'est OK? Oui. Voilà. Répondre aux questions et confirmer. Installer les packages Webpack. Alors là, il n'y a pas énormément d'intelligence à avoir pour faire un copier-coller ici. Donc on va juste installer Webpack CLI Merge et Webpack Dev Server. Donc Webpack, c'est tout le package qui va nous permettre de compresser, de minifier et de gérer nos projets. Webpack CLI, ça permet de le faire en ligne de commande. Merge, ça permet de gérer les configurations séparées en fichiers différents pour Webpack.
et pas un gros fichier de config, mais un fichier commun qui contient 90% des informations et deux autres fichiers, un pour le dev et un pour la prod, par exemple. Le dev server, ça nous permet d'avoir un serveur web interne à Webpack pour pouvoir faire nos tests localement et sans avoir besoin d'utiliser soit le Go Live, soit utiliser Node par exemple, Express, etc. -D pour dire qu'on est en développement et qu'on ne veut pas installer ces packages pour l'utilisateur final. Et enfin on aura un clean Webpack plugin qui est un plugin pour Webpack qui permet de nettoyer le projet avant de le générer. Après je ne connais pas tous les détails, à chaque fois j'utilise des trucs, mais sur le coup je me rappelle bien l'utilité ici. Donc voilà, npm install webpack clean webpack merge webpack dev server -d enter. Là j'attends, j'en profite pendant ce temps là pour copier npm install clean webpack plugin -d, copier. Alors il faut se méfier des copier-coller depuis un PDF, mais je fais attention. Donc là, on attend la fin de l'installation. Voilà, je colle l'autre ligne, Enter. Installer les loaders et utilitaires Webpack. Alors les loaders, ça permet de dire à Webpack que quand vous avez certaines ressources externes, comme les images, les MP3, les trucs comme ça, certains types de fichiers, même les fichiers sources, les JS, les TypeScript, etc., comment est-ce qu'il va les gérer? Donc là on veut dire que file loader, ça permet de charger les fichiers, JS loader, les JavaScript, source map loader, ça permet de gérer les fichiers map associés à vos JS, URL loader, etc. etc. Donc, URL loader, hop, bouton droit, copier. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'utilisation de neurones. npm install HTML Webpack plugin, ça permet de gérer le fichier HTML et surtout l'inclusion dans le fichier HTML du script. Vous allez voir en temps voulu. Donc le dernier plugin. Ensuite on va installer un plugin qui s'appelle GitHub Pages. GitHub Pages, ça va nous permettre de publier notre jeu. C'est très pratique puisque si vous avez un compte GitHub, vous n'avez pas besoin d'un autre compte pour héberger votre jeu, pour que les gens puissent le tester. En fait, ça va créer une page spécifique pour votre jeu, où les gens pourront tester le jeu, pas seulement l'installer avec GitHub, etc. Ça, c'est assez facile à faire. Donc on va l'installer. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de mettre un -d ou pas. On va le mettre avec un -d. On verra bien s'il faut corriger ou pas. La dernière ligne, on va la taper complètement par contre. npm init /config-d. Alors là c'est un peu différent parce que je lui demande d'initialiser. Vous avez vu que c'est pas installer, c'est initialiser ESLint /config. Et donc il va avoir besoin d'installer ESLint déjà. Et après il va lancer un genre de script de configuration. Il va installer ESLint et là il va me demander une série de choses. Par exemple, est-ce que votre projet c'est pour vérifier la syntaxe ou trouver les problèmes, ou vérifier la syntaxe, trouver les problèmes et augmenter le style du code? Non, moi je vais rester sur le deuxième. Vérifier la syntaxe et trouver les problèmes. Ensuite, est-ce que c'est du JavaScript, du CommonJS? Non, du JavaScript modulo, un truc moderne. Est-ce que vous utilisez un framework? Non. Est-ce que vous allez utiliser du TypeScript, oui ou non? Ça c'est délicat. Est-ce qu'on utilise du TypeScript, oui ou non? Moi je vais mettre non. Est-ce que vous utilisez Node ou le browser? C'est le browser. Est-ce que vous allez utiliser le JavaScript, le YAML ou le JSON pour le format de vos configurations? Moi je préfère rester en JavaScript. Est-ce que vous voulez utiliser installer maintenant? Et là il me demande d'installer complètement ESLint. Une fois qu'il a bien choisi la configuration, il sait ce qu'il a besoin d'installer comme dépendance. On répond yes. Et là il me demande quel type d'installation, npm. Et c'est parti. Donc il a installé juste le package config, il l'a lancé et il a fini l'installation. Ok. Donc maintenant on installe un dernier plugin pour npm.
permet de gérer les imports. On va mettre un -D aussi. C'est pas marqué dans le document -D, mais ça fonctionne si vous ne le mettez pas. Alors, il me dit qu'il y a trop de changements actifs. Est-ce que vous voulez seulement, par exemple, ignorer certaines choses? Est-ce que vous voulez ignorer les nodes modules? Oui. Ça va m'éviter de le faire, mais c'est mieux, c'est l'étape juste en dessous. Donc en fait, il a demandé, est-ce que vous voulez ajouter automatiquement node module dans gitignore? Parce qu'il s'est rendu compte que ça commençait à devenir gros. Et donc il m'a rajouté tout seul, dans le gitignore, ici, node module. Ça tombe bien, puisque nous on va rajouter un autre répertoire aussi. Dist. Je ne veux pas qu'il aille s'occuper du répertoire de distribution, qui pour l'instant n'existe même pas, de toute façon. Je sauvegarde. Et je ferme. Ensuite, et c'est là que la configuration va devenir un peu plus complexe, on va aller dans le package.json qui est ici. Voilà. Et on va devoir renseigner des trucs qui ne sont pas renseignés par défaut. Et vous voyez, juste avant, petite remarque, ici il y a un homepage qui par défaut pointe sur le readme du GitHub. Et c'est ça qu'on va changer à terme pour mettre le nom de la page de test. Les gens pourront tester le jeu. Donc on changera juste ça et on aura juste à taper une ligne de code pour déployer le jeu et il sera accessible. Une ligne de commande, même pas une ligne de code. Pour l'instant on n'en est pas. On pourrait le changer, hein, mais d'ailleurs pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on va le faire tout de suite. On va faire une petite variation sur le ici, dans mon projet from scratch qui est ici. Je vais dans les settings. Alors les settings ils sont soit affichés ici, soit voilà, comme je suis un peu réduit, ils sont là. Settings. Et j'ai Pages ici. Donc je fais les settings de mon jeu. Pages. Et il me dit qu'il peut héberger mes personnel, organisation ou project pages. Deploy from a branch, etc. etc. Tout ça, ça a l'air pas mal. Il me dit, est-ce que vous voulez le déployer depuis une branche ou avec des actions? Nous, on va rester sur ce fonctionnement avec les branches ici. Il me demande quelle branche vous voulez. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Qu'on a main ou known, pour l'instant on ne touche pas. Mais c'est ici qu'on va pouvoir configurer après l'adresse de notre site. Et ce sera une forme un peu intéressante. Pour l'instant je préfère pas trop y aller. On verra après, on réduit. Mais c'est ici qu'on lui dira par exemple que c'est pigmin.io. quelque chose, /github, quelque chose. Ouais. Bref, là, pardon, sur le homepage. Pour l'instant on continue notre configuration Webpack. Donc ici, on a toute la partie script à copier. Alors la partie script, c'est là que ça va commencer à devenir embêtant à copier-coller avec du... voilà, ici, merci. Copier le texte. Donc j'ai copié la partie script, ce qui me permet de taper. Ici, je vois qu'il y en a déjà une, avec le test. Je remplace. Et c'est là que on est content. On rajoute à la fin une petite virgule, parce qu'il l'a enlevé. Bouton droit, format de document. Comme ça, je peux voir s'il n'y a pas des caractères un peu parasites qui se sont rajoutés. C'est pour ça que je vous ai mis ici le point doc aussi, sur la métisse. Vous pouvez récupérer le point doc pour le copier-coller. Donc on a rajouté en fait quelques trucs. La plupart du temps, on va utiliser le premier, là, le start. Et quand on aura fini de créer le jeu, on utilisera deploy pour le mettre en ligne sur Internet. La plupart du temps, vous allez utiliser ça en fait. Start. Éventuellement build pour générer vous-même une distribution propre et pour déployer automatiquement on utilisera deploy. Ensuite il nous demande de créer un fichier webpackcommon.js. Donc là on va directement ici, bouton droit, à la racine de notre projet, à la racine pas ailleurs, bouton droit, new file, webpack.common.js. C'est le fichier de configuration de base de Webpack qu'on va récupérer donc ici et qu'on va expliquer légèrement. Alors c'est là que ça devient compliqué parce que là du coup il va falloir copier-coller plusieurs pages jusque là, copier le texte, je vais ici, bouton droit, paste, et là c'est tout en une ligne, bouton droit, format de document, et là c'est pas forcément beaucoup mieux. Heureusement, je vous ai mis ici, bon,
c'est pas très compliqué à faire propre. On va prendre le point doc à la place, hein, maintenant, parce que c'est pas terrible quand même. C'est bizarre qu'il ne fasse pas plus propre encore, le format de document. Pour lui, c'est pas choquant de mettre les lignes les unes derrière les autres comme ça. Bon, pourquoi pas. C'est pas super joli. Ceci dit, c'est pas totalement fonctionnel. Hein, mais... Alors, on va regarder le fichier d'origine et après on prendra le point doc pendant ce temps-là. En fait, ce fichier de configuration, ça permet à Webpack, qui donc est un package qui permet de créer des distributions de votre projet autrement qu'avec un répertoire complet avec toutes vos sources. C'est assez pratique. Et ici, c'est toute la configuration et on voit des choses intéressantes comme où se situent les sources, src/index.js, ce qui n'est pas le cas pour nous pour l'instant. On va devoir le changer. Quel est le nom du fichier final qui va générer? Dans quel répertoire se situe la distribution? Quel type de fichier il doit analyser, etc. etc. Tout ça, c'est dans cette configuration-là. Alors, je vais essayer de récupérer plutôt le fichier d'origine, c'est-à-dire le fichier en .doc. Je vous les ai mis sur Amethyst, il n'y a pas d'excuse. Donc, le support numéro 3.doc. Voilà, on va se mettre ici et on va le mettre, voilà, à la place du point PDF. Comme ça, les copier-coller seront plus faciles. Et donc, on va tout de suite vérifier si les copier-coller sont plus faciles. Je me mets sur const pass. Je vais jusqu'en bas. CTRL C. Je me mets dans le fichier ici. CTRL V. Et c'est quand même beaucoup plus beau. Voilà. Vous ignorez pour l'instant les trucs en rouge. On sauvegarde. Ensuite, créer un fichier webpack.dev.js. File, new. Alors là, si je le fais là, j'ai un doute. Où est-ce qu'il est le fichier? C'est pour ça que je fais toujours, moi, ici, from scratch, bouton droit, new file, ou alors vous utilisez ici, new file. Il faut qu'il soit à la racine du projet webpack.dev.js. Ce fichier JavaScript est celui qui est utilisé pour la configuration en développement. Vous dites, mais où est-ce que c'est utilisé tout ça? Ici, dans les scripts. Quand vous avez vos scripts ici, quand vous faites un start, quand vous démarrez votre jeu, par exemple, pour tester, vous dites à npx execute webpack serve, donc en gros, utilise le serveur de Webpack. La configuration se situe ici. Et vous voyez que par exemple, quand on va builder notre configuration finale pour distribuer le jeu, on utilisera webpackprod.js. Donc des fichiers de config séparés pour des rôles séparés. Donc je vais juste vérifier que je n'avais pas sauvegardé. Voilà, package.json, je le sauvegarde. Donc dans webpack dev, on va mettre tout ce qui est spécifique au développement. Et si je copie tout ça, CTRL C, voilà. Le premier truc qu'on voit, c'est ça, la première ligne. Merge égale require de webpack merge. En fait, il a besoin de ce package pour pouvoir récupérer la conf qui est juste en dessous. Il récupère la conf commune et il va rajouter des choses. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a un webpack common qui est commun à l'environnement de développement et de prod. Et la partie spécifique, elle est juste dans ce fichier. C'est pour ça qu'il est tout petit. Il y a certaines personnes qui dupliquent l'intégralité du fichier common dans dev et dans prod. Et du coup, ils n'ont que deux fichiers. Dev et prod. Mais c'est dommage. Ils ont des trucs en double. Donc dans webpack dev, on a le spécifique développement, on a le mode qui est indiqué, on a des utilitaires spécifiques au mode, et on a la configuration du serveur, les fichiers statiques sont dans tel répertoire, etc. etc. Est-ce qu'on doit compresser? Est-ce qu'on doit faire du hot reload? Oui, c'est ce qui est le plus pratique. Est-ce qu'on doit ouvrir le navigateur automatiquement quand on tape la commande? Oui, c'est pratique aussi. Sauvegarder. Vous pouviez éventuellement mettre files ici, sur le compresse. En mode développement, vous pourriez très bien ne pas vouloir compresser. Pourquoi pas? Ensuite, nouveau fichier. On retourne ici, from scratch, bouton droit. Pardon. Ici, bouton droit, new file, webpack.prod.js. Le fichier spécifique pour la prod, qui est beaucoup plus petit. On copie ici. Non, c'est pas bon.
On copie ici, bouton droit, copier, coller. Donc là, il y a beaucoup moins de choses. Mode, production, DevTool, source map. Éventuellement, on pourrait même se passer de ça. Sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire après? Dans votre projet, créez le répertoire SRC, Assets, Public, Dist à la racine. Là, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de neurones non plus. Il suffit de faire exactement ce qu'il y a demandé. Pourquoi? Parce que SRC, c'est là où on va mettre tous nos fichiers JS. Assets, c'est là où on met toutes nos ressources pour le jeu. Images, modèles, sons, etc. Public, c'est l'endroit où on va mettre le fichier HTML, éventuellement le CSS, mais on n'en a pas besoin, et le fichier ICO. Dist, ce sera le répertoire dans lequel on va copier tous les fichiers une fois qu'on aura distribué notre jeu, enfin, une fois qu'on voudra distribuer notre jeu. Et le répertoire public, on doit créer un fichier HTML, donc pourquoi pas. Donc, bouton droit, New Folder, ou sinon vous utilisez la petit folder qui est là, New Folder, SRC. Je fais attention à ne pas garder le curseur sur SRC, je reclique sur From Scratch, New Folder, Assets. Donc du coup, plus pratique de faire bouton droit, New Folder, et là on met par exemple Public, From Scratch, bouton droit, New Folder, Dist. Je vais dans Public, bouton droit, New File, index.html. Ici, je pourrais faire un copier-coller, ou je peux faire totalement ça, voilà, etc., etc. Je peux le taper à la main. Objectivement, j'ai pris un modèle qui est assez basique, copier, mais ça, vous pouvez commencer déjà à faire du spécifique pour vous, surtout si vous voulez, par exemple, éventuellement, que ce ne soit pas automatiquement retaillé sur la taille du navigateur, mais avec une taille fixe, pourquoi pas. Voilà. Il y a des détails, dont je ne rentrerai pas dans les détails sur le fait de mettre ça ici. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont dit qu'il ne fallait pas créer un canvas avec une taille à 100%, etc. Il fallait le mettre en pixels et après le changer. Je n'ai pas vérifié. Des détails de puristes, de perfectionnistes. Ben, ils ont peut-être raison par contre. Donc, j'ai mon index.html. Vous devez également ajouter un fichier favicon.ico. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Ben parce que dans ma conf, dans la conf de Webpack, je lui ai dit que c'était obligatoire. Ici, là, voilà, webpackcommon.js. Je lui ai dit, il y a un favicon.ico. Si je le mets là, forcément, il ne va pas être content si je lui dis pas. Si je lui mets pas le fichier pour de vrai. Donc je vous ai mis un lien sur le récupérer celui de Babylon.js. Sinon, vous en faites un vous-même, si vous voulez. Copier. Donc on va sur un navigateur ici. Voilà. C'est ce petit truc-là. Bouton droit. Enregistrer sous. Enregistrer l'image sous. Il me propose bien un Favico, donc je vais dans Babylon.js, From Scratch, Assets, non pas Assets, Public, favicon.ico, enregistré. Maintenant, j'ai bien mon fichier icône, ici. Et normalement, dans le répertoire SRC, créer le fichier index.js. Alors, du coup, on va dans le répertoire SRC, bouton droit, New File, index.js. Et on vous demande de faire un simple Hello World. Donc là, pour le coup, on n'est pas obligé de faire un copier-coller. Window.onload égale. Donc, vous pouvez faire ça si vous voulez, hein, function, parenthèse, comme ça. Et avec un console.log Hello World. Grand classique. Vous pouvez aussi faire commencer à vous habituer à faire des fonctions euro. Donc fonction euro, c'est juste que vous voyez, j'ai surligné fonction là, je l'enlève et comme je lui dis, ben oui, c'est une fonction en mettant ça, une flèche égale supérieure. C'est la seule différence de syntaxe pour passer de l'un à l'autre. Par contre, les conséquences seront beaucoup plus intéressantes après à terme. Surtout en objet. Voilà. Je sauvegarde. Je descends. À ce stade, on peut essayer notre configuration. Donc, on peut essayer. Ici, là, dans le terminal, npm espace start enter.
je peux déjà essayer. Voilà, il me lance automatiquement un truc, et il ne se passe rien en apparence, mais si je fais F12, j'ai bien Hello World dans la console. Donc il a bien réussi à créer tout seul le package de distribution en mode développement. Alors on se dit, mais c'est pas grand chose. On regarde ce qu'il y a dans index.js, mais si vous voulez, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va dans source. Et on regarde ce qu'il y a dans index.html. Parce que c'est le HTML qu'il a généré, lui en fait. Et on voit ici le fichier HTML qu'on avait créé nous-mêmes. Là on le voit pas, mais voilà, regardez, on ne voit pas bien, hein, je suis désolé. Voilà, c'est mieux comme ça. Ici, il a rajouté ça, déjà. Il a rajouté dans le HTML, link rel icon égale favicon.ico. Ça y est pas dans notre fichier, c'est clair. C'est de l'injection. Et il a ça aussi. Un script en mode defer de babylon.js, babylonbundle.js/script. En fait, il a rajouté le script de notre projet. C'est un bundle, il a fait un gros fichier unique de tout ce qu'on a, y compris les dépendances de Babylon. Évidemment, il se débrouille tout seul pour après faire ça propre. Hein. Et tout le reste, c'est ce qu'on avait saisi nous. En fait. Tout le reste, c'est ce qu'on avait saisi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on se mettra à peu près à la moitié. Ok, on est bon. Donc on réouvre le fichier .doc et on continue. Donc, configuration de eslint.js. En fait, le eslint, ça va nous faciliter les choses quand on va taper du code. Donc on va le faire. Bouton droit, new file. Ah non, pas besoin, il existe déjà, a priori. Il est là. Alors, remplacer le contenu par. Et donc oui, effectivement, on remplace tout le contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à changer, donc c'était peut-être plus simple. En fait, ESLint, ça nous permet d'avoir un genre de colorisation syntaxique, d'avoir des messages d'erreur dans Visual Studio Code au fur et à mesure qu'on tape le code. Et pendant la compilation avec Webpack, enfin la préparation avec Webpack, ce qui est pratique, c'est que nous, on va passer en mode... alors, ES 2021, on va le garder, pourquoi pas, je suis pas sûr de... Je vais vérifier quand même si on ne devrait pas passer en mode encore plus avancé. Donc voilà, on va regarder comment notre package actuel est configuré. Donc non, c'est bon, on reste en 2021, autant pour moi. Donc on va garder cette conf là. Alors c'est parti. J'étais pas sûr d'avoir pas amélioré la conf, mais je copie tout ça. Copier. CTRL V. Alors qu'est-ce qu'il y a? Route, oui, c'est le répertoire racine, oui, c'est pour dire qu'on est à la racine, je suppose, enfin peu importe, je ne me rappelle pas ce paramètre. L'environnement, on est en browser, oui, on n'est pas en Node, on est en 2021 au niveau de ECMAScript. Ensuite, on a toute la configuration pour trouver les fichiers, où est-ce qu'ils sont, quelle est la configuration de ESLint, est-ce qu'on doit avoir des plugins, comment est-ce qu'on se comporte au niveau de la conf et des messages d'erreur, etc. Est-ce qu'on doit mettre des warnings, des erreurs, quel type de fichier on doit analyser, etc. Tout ça, et les rules, par exemple. Il y en a certaines que j'aime pas. J'ai pas envie qu'ils me mettent une erreur parce que j'ai déclaré une variable alors que je m'en sers pas. Par contre, il me met un warning quand même, etc. etc. Tout ça, c'est de la conf. Okay. Ensuite, on doit créer le fichier .eslintignore. Donc c'est pareil que GitHub, sauf qu'il y a des fichiers, que j'ai pas envie qu'ils gèrent. Donc je fais un copier-coller de gitignore. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pratique. Et je l'appelle .eslintigrere. J'ai bien mis un point devant. Merci. Voilà. Donc, dans ce .eslintigrere, j'ai node module dist et il faut juste que je rajoute un webpack. Point étoile. Je veux pas qu'il analyse les fichiers de configuration de Webpack qui sont ici, là. Les trois qui sont là, en fait. Sinon, il va me mettre des erreurs dessus. J'ai pas envie qu'il considère que ça fasse partie de mes sources, ça. Ça fait pas partie de mes sources. Voilà. Ensuite, éditer le fichier jsconfig.json. Il est ici. Le fichier jsconfig.json, il n'existe pas, en fait. Donc, on va le créer. New file.
jsconfig.json. Et objectivement, depuis l'écriture de ce document, j'ai un peu changé d'avis sur le fichier jsconfig.json qui configure le projet, déjà pour dire à Visual Studio Code qu'on fait du JavaScript, ça c'est pas mal, et surtout comment on fait du JavaScript. Quelles sont les règles de gestion des erreurs, est-ce qu'il veut qu'il me mette des warnings, est-ce que je veux comment est-ce qu'il veut proposer les imports automatiquement, etc. En gros, on configure la manière, la modernité ou pas de notre projet. Normalement, on fait un jsconfig.json et on copie tout ça et on va l'expliquer. Et après, je vais vous montrer qu'en fait, je vais le renommer ce fichier. Voilà. Ici, jsconfig.json, en fait, on est en train de créer la conf. Donc, bouton droit, format document. Voilà. Je sauvegarde. En gros, je lui dis, les modules, ce sera sous le format de ES6. Les modules, c'est comme vous créez des imports. Et en fait, il fait des require ou des import. Et là, je lui dis non, c'est moderne, c'est des imports. Le type de module de résolution, c'est en mode Node. Est-ce qu'on est en strict? Oui. Et tout ça, c'est plutôt pour toute cette partie-là, c'est plutôt pour du TypeScript. Mais peu importe, je l'ai laissé. Est-ce qu'il y a des source maps? Oui. Où se situent nos sources? Dans le répertoire ./src par rapport à toi. Est-ce qu'on autorise le JavaScript? Oui. Et est-ce qu'on force consistent caching in file name? Est-ce qu'on fait en sorte que quand on met des fichiers, des noms de fichiers, est-ce qu'il faut respecter la casse? Oui. Qu'est-ce qu'on exclut? Alors on peut inclure des choses ou exclure des choses. Moi j'ai préféré exclure notre module dist et webpack et considérer que tout le reste doit être surveillé. Ensuite, je ferme ce fichier et comme j'expliquais, moi je vais le renommer en tsconfig.json. C'est presque comme si je faisais du TypeScript, sauf que je ne fais pas du TypeScript. Mais il y a un avantage non négligeable que j'expliquerai plus tard. Enfin, c'est juste un détail. Vous pouvez laisser jsconfig.json si vous voulez. Ok, configuration est terminée. Donc npm start, on l'a déjà fait tout à l'heure. On sait que ça marche, mais on s'en fout, peu importe. On va dans le répertoire ici. Et on voit que par exemple si je tape fonction Toto, parenthèse, x, accolade, voilà. Et sur ligne Toto, Toto is defined but never used. Donc en gros le ESLint commence à me dire attention là. Donc ça marche. On a ESLint qui marche puisqu'il commence à nous dire attention, vous avez défini Toto, vous ne l'utilisez pas, etc., etc. Vous avez défini une variable à l'intérieur de Toto, vous ne l'utilisez pas. C'est un warning en fait. On a les problèmes ici d'ailleurs, si vous voulez, dans Problems, qui sont indiqués dans l'onglet Problems. Par exemple ici, si je mets x égale note x, point virgule, j'ai un problème de moins. Là, il me dit x is assigned but never use. J'ai un autre problème. Return x. Voilà. J'ai plus que 2 problèmes et pas 3. Qu'est-ce qui est? Because it will overwrite input. On s'en fout. Ça, c'est TypeScript qui n'aime pas parce que, comme on n'a pas configuré de répertoire de sortie et que les fichiers JS s'appellent pareil que les fichiers de sortie, il n'aime pas. Mais peu importe, on va l'ignorer ça. Alors, save. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau à faire encore? Suivant votre projet, vous aurez besoin de plus ou moins de package Babylon.js. Ah, oui, effectivement, on arrive à la partie Babylon.js. Alors, la partie Babylon.js, npm install, Babylon Core, GUI, Inspector, Loader, Material, c'est le strict minimum. Copier. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Notre projet est déjà fonctionnel, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3D, mais vous pouvez déjà vous servir de ça pour faire un site web de base. CTRL-C, on arrête. Oui, on arrête. On veut récupérer la main sur le terminal. Bouton droit. J'installe donc Babylon.js Core, GUI, Inspector, Loaders et Materials. Ça, c'est dans la doc officielle. Je pense qu'on doit pouvoir la retrouver facilement. Si je vais ici, Babylon.js, installe npm.
npm support, donc ce sera peut-être plus propre quand même comme ça, voilà. Et il nous dit, ben voilà, il faut faire import, machin. Il nous explique en fait hein, comment utiliser Babylon.js plutôt comme ça. Voilà. C'est mieux. En ES6 avec le npm, il nous explique le nom des packages, basique usage, npm init, npm install webpack, oh tiens, c'est bizarre, npm install Babylon Core materials, etc., 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 etc. Ils expliquent tout. J'ai pas inventé l'eau tiède. C'est juste que il faut lire les docs, sinon ça sert à rien de les avoir faites. Alors du coup ici on a fait les installs de Babylon avec tous les trucs de base. On va aussi installer Avoc parce que de toute façon vous avez tous utilisé un moteur physique quasiment dans vos jeux, je pense. Voilà, ça c'est bon. Maintenant dans mon fichier index.js qui est sous les yeux là, je vais faire un peu différent. Alors là il suffirait de faire un copier-coller de tout ça, c'est bien, mais je vais vous montrer ce que normalement vous avez fait vous, par exemple. Vous allez sur le playground de Babylon.js et vous avez normalement ça. Alors ici je n'utilise pas beaucoup moi du coup le playground, on va faire ça, on prend en grand, voilà. Et vous avez normalement ça, la créer de scène, et vous avez fait vos tests et vous avez dit oh, c'est cool, ça marche. Par exemple j'ai une sphère ici avec une position, j'en prends une deuxième, sphère 2, voilà, sphère 2, position y égale 1.5, je fais run, oh c'est mignon. Voilà, ici la sphère, le diamètre, je mets 1.2, oui, par exemple. Voilà. En hauteur, plutôt 2.5. Allez, 2. Non, 1.8. Voilà, un truc rigolo. Ouais. Puisqu'on y est, après tout. Voilà, un bonhomme de neige. Donc on a un bonhomme de neige, on est content. Et là maintenant on prend tout ça. Bouton droit. Pardon, même pas bouton droit, on prend tout ça, CTRL C. Et on retourne donc dans notre Visual Studio Code ici. Hop, lui on va l'enlever. Ici dans le index.js, je vais virer le console.log, je vais supprimer la fonction qui est ici. Et je fais un coller en dessous du window.load. Voilà. Tout ça là, on voit que, alors c'est une histoire de namespace, hein, babylon.scène. quelque chose. Moi j'ai pas envie d'inclure le namespace de Babylon, il n'est pas dans le playground après tout. Donc tous les Babylon. quelque chose, je vais les enlever. J'ai pas envie de référencer l'intégralité de la librairie Babylon de cette manière là. Donc CTRL F. Et je remplace Babylon par rien du tout. Remplacer. Déjà, je suis comme ça. Ensuite, ici, là, le scène, comme j'expliquais, je peux faire CTRL I et il me propose plein de choses. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, là, il va pas aimer, il ne trouve pas en fait. Il ne trouve pas Babylon. Alors, on va essayer à la main. Import. Par exemple, scène, from, et là c'est arrobas, ah, il me propose, point virgule. Ensuite, ici, on est censé faire une scène égale new scène de engine. Ça veut dire qu'en gros, on est censé avoir créé notre engine. Et bon, ça, effectivement, le playground le fait automatiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est une manière de le faire parmi tant d'autres, hein, mais peu importe. On va déclarer tout en haut ici, let engine, point virgule, let canvas, point virgule. Dans le window.load, on va faire engine égale, et on va initialiser nous, par contre cette fois le engine. Alors le engine, ben, il n'y a pas 36 manières de le faire, hein, c'est juste là. Voilà. C'est un new engine, canvas, virgule true. Là, ça y est, il commence à trouver Babylon.js Core, c'est bien.
Ici, le canvas, c'est réellement le fichier. Ici, c'est ça en fait. C'est l'élément canvas de notre page HTML. Donc en gros, canvas, comme dans les cours, document, get element by id de render canvas. Voilà. Et ici, create scène. Alors on va mettre let scène égale create scène, parenthèse, point virgule. Alors ensuite il nous reste à régler free camera, CTRL I. Il nous propose maintenant Babylon JS Core, mais vous avez dit que free CTRL I pour moi c'était pas pratique. Donc je mets 3, enter. Il nous reste quoi? Hemispheric light juste en bas ici. Je remplace le T, oui c'est lui. Mesh builder R, oui c'est lui. Et a priori là, j'ai plus d'erreur. Il y a peu de chances que ça marche du premier coup, mais on va essayer. npm start. On a oublié le render. Alors il a dû la démarrer ici. Voilà. Donc a priori ça fait rien. F12, console. Ah, par contre j'ai pas d'erreur et j'ai visiblement BJS, BabylonJS, Web 2, Parallel Shader, compilation. Visiblement c'est pas si mal. Le seul truc qu'on a oublié, c'est que ici je fais un download, je crée le canvas, je crée l'engine, je crée la scène, mais je la dessine pas. Le playground le fait automatiquement. Donc il nous manque encore un dernier truc. Donc en fait le playground il fait ça. Et en plus, il appelle la fonction create scène et en plus après il fait un engine. Ça on va le récupérer dans le cours. Ici, j'ai ça, juste ça. Donc après avoir fait la create scène, je fais un engine run render loop de ma scène.render. Je suis pas obligé non plus de faire le resize, hein. Pas obligatoire, c'est mieux mais c'est pas obligatoire pour le test. On revient ici et là ça marche. J'ai pas fait exactement, vous voyez pourquoi le resize il est peut-être pas si mal. J'ai pas fait exactement ce qu'il y avait marqué dans le point doc pour vous montrer que c'est pas toujours non plus gravé dans le marbre. Donc on revient ici, on se dit que finalement le resize c'était peut-être pas si mal. Donc ici on copie. On va juste regarder ce que ça fait. Ici en fait on va déclarer un gestionnaire d'événements, donc add event listener, on l'a vu en cours hier, ça tombe bien. Donc on ajoute un écouteur en français sur l'événement resize. Si ça se produit, à ce moment-là, on fait un engine.resize. On informe Babylon que le navigateur a changé sa taille. On sauvegarde, on revient ici. C'est magnifique, c'est comme ça. Et si je change la taille, ça marche encore. Et si je fais ça, voilà. Si je fais pas ça, ben ça reste à la taille qu'il avait avant. Et donc du coup, ça change les proportions et c'est un truc assez bizarre. Voilà, donc là, on a fait, à partir de 0, tout le système. Et ici, à partir de là, maintenant, je peux m'amuser, par exemple. Là, je peux commencer à m'amuser. Alors, j'aurais pu faire le run render loop dans le create scene pour pouvoir m'amuser un peu plus. Mais sinon, regardez, c'est pas très compliqué. Je passe ça. Je me mets une variable, let, papa, point virgule. Ensuite, ici, sphère égale, sphère 2 égale, ground, papa égale, mesh builder, point create, pourquoi pas capsule, on l'appelle papa, option, donc la capsule c'est je pense que par défaut il va la réussir tout seul, on va voir, pas d'option. Et on met scène. Save, on regarde ce que ça donne derrière. Alors il a besoin d'options visiblement. Ou alors il l'a mis ici, là quelque part, on la voit pas. Donc on va essayer de le déplacer. Papa.position.x égale 3. Sauvegarde. Ouais, il était bien là.
papa en position égale, new vector 3, 3,2,0. Sauvegarder. Voilà, ici on a ça. C'est bien. Maintenant, ce qui est pratique avec cette variable-là, c'est qu'elle est déclarée ici. Alors les variables globales, c'est pas bien, mais là c'est juste pour s'amuser. Ici, papa, point, position, point, y est égal à, par exemple, ou plus égal 0,05. Tout simplement. Sauvegarder. Hop, c'est marrant, c'est rigolo. Ici, on pourrait faire d'autres trucs. On pourrait mettre un timer, mettre un sinusoïde, etc., etc. Donc, on va juste réduire un peu la vitesse. Et voilà. Donc, on a une scène qui marche, qui est assez facile à faire. Je suis parti de zéro, littéralement parti de zéro. Voilà, vous n'avez plus d'excuses si vous n'y arrivez pas. C'est que vous n'avez pas envie d'essayer. Voilà. Bon courage à vous et à bientôt.